peu des agents IMO au tout début de ma carrière d'investisseur. Ils annonçaient un rendement bien plus haut que prévu, tout simplement parce que ils prenaient le montant des loyers annuels, ils le divisaient par le prix d'achat et basta. Alors qu'il y a des travaux, ils te comptent pas les travaux dans ton rendement. Ils comptent pas les travaux, ils comptent pas les frais d'acquisition. Pourtant, pour avoir des loyers, il faut avoir fait les travaux, sinon c'est pas les mêmes loyers si t'as pas rénové. C'est ça, sauf que moyennant un peu de manipulation de chiffres, on peut faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres, et donc il faut être assez attentif et avoir les bonnes définitions et savoir de quoi on parle avant de prendre des décisions. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion, une société qu'on a cofondée avec Antoine et mon invité du jour que je vais vous présenter juste après. Foncière Orion, c'est une société qui vous propose d'investir au capital à nos côtés pour être associé dans l'investissement immobilier locatif. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un lien autour de la vidéo ou dans les notes de l'épisode si vous êtes sur une plateforme de podcast qui va vous rediriger vers une autre vidéo qui vous liste la totalité des caractéristiques de notre proposition de valeur pour vous permettre de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Le but de cette chaîne, c'est de vous partager notre quotidien d'investisseurs immobiliers locatifs à plein temps, d'entrepreneurs et tout ça de manière transparente avec plein d'anecdotes du quotidien et d'invités inspirants dont mon invité du jour fait partie. Bonjour Félix. Bonjour Charles, bonjour à tous. Je m'appelle Félix Chauveau, je suis un cordonnier, on va dire bien chaussé dans le sens où je suis passionné d'investissement au sens large, de finances, d'immobilier. Voilà, j'ai voulu en faire mon métier tout simplement et donc je suis conseiller en gestion de patrimoine et accessoirement aussi associé de la Foncière Orion en tant que directeur général et responsable opérationnel. Donc je fais le lien en fait avec Charles Arthur et Antoine qui sont sur la partie développement foncier et la partie distribution avec cette casquette de CGP pour les augmentations de capital et donc les différentes levées de fonds qu'on réalise pour le compte de la foncière. Du coup aujourd'hui on a envie de parler d'une thématique qui est l'arbitrage. Parce que finalement en immobilier on parle souvent d'achat, de rendement, peut-être de plus-value, mais l'arbitrage implique aussi le fait de réallouer ses fonds sur autre chose. Et en fait c'est un débat qu'on a assez souvent de se dire à quel moment est-ce qu'il faut arbitrer un bien. C'est une question aussi qu'on a souvent, est-ce que c'est au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, est-ce que c'est quand je commence à payer des impôts, ça je l'ai souvent celle-là. Tiens, quand j'ai fini d'amortir, est-ce que c'est pas le moment de vendre? Ma réponse c'est non, on l'explique après, mais c'est pas ce critère-là. Et donc voilà, c'est une question qui brûle les lèvres de pas mal de monde, donc on va vous donner notre point de vue, sans dire que c'est le bon, mais en tout cas c'est le nôtre et celui qu'on applique à notre stratégie. Donc on le fait sous forme un peu d'étude de cas avec des chiffres entre quelqu'un qui achète un bien, qui le garde pendant X années, et un autre qui a une gestion un peu plus dynamique, sans dire qu'il est marchand de biens et qu'il vend tous les ans pour racheter, mais qui va justement lui profiter de cet arbitrage qui pour le coup est le seul moment en immobilier où on compose des intérêts. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de rendement, notamment par rapport au capital investi, on va l'expliquer après, mais le gros défaut, c'est que ce rendement, il se compose pas. C'est pas comme sur les autres classes d'actifs, où par exemple en bourse, si tu as fait 10% une année, 10% la suivante, tu as fait 1,1 fois 1,1, donc à la fin, tu n'as pas 1,20, tu as 1,21, parce que tes intérêts font des intérêts. En immobilier, malheureusement, ça se compose pas, sauf au moment où on vend. C'est exactement ça. Après, je pense qu'il faut effectivement apporter un peu d'éclairage sur cette notion de rendement, quand on parle de rendement en bourse, quand on parle de rendement en immobilier, il y a vraiment des métriques qui doivent être prises en compte. La notion de rendement sur fonds propres, de rendement net, de rentabilité, de TRI, voilà, il y a beaucoup de notions qui sont derrière tout ça et donc il faut bien les comprendre et savoir dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent nous être utiles pour faire des choix éclairés dans des décisions d'investissement et notamment d'arbitrage qui peuvent être intéressants dans un parc immobilier notamment. Dans la gestion de patrimoine, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait de son parc et de faire des constats assez réguliers pour savoir est-ce que c'est pertinent de le garder, est-ce que si je commence à payer de la fiscalité, est-ce que quand je commence à être dans les seuils de l'IFI, etc., est-ce qu'il faut plutôt vendre des biens, etc. Comment est-ce qu'on analyse tout ça et quel choix éclairé on peut faire avec les bonnes métriques, encore une fois. Si on est capable de mesurer, on va être capable de prendre des bonnes décisions en fonction tout simplement des chiffres. Donc on va commencer par faire un peu de définition. Ouais. Donc du coup, le rendement brut, la définition c'est qu'on s'en fout. Le rendement brut, on va dire que c'est plutôt un élément de comparaison pour comparer deux biens entre eux de manière très très rapide, mais c'est absolument pas suffisant pour prendre une décision d'investissement, loin de là. Et donc du coup, le rendement net, en gros, c'est on prend les revenus que produit le bien, toutes charges comprises, vraiment en gros l'argent qui rentre sur ton compte en banque. De ça, on enlève la totalité des charges de copro si on est en copro, la taxe foncière, la PNO, l'entretien, le comptable, tout ça. Et ça donne ce que j'appelle des loyers nets. Et donc ça, on va l'annualiser
de loyer annuel, et on va le diviser par le prix de revient. Donc le prix de revient, c'est en fait tout ce que tu as dépensé pour acheter ton bien, donc combien tu l'as acheté, combien tu as payé de frais de notaire, combien tu as payé de travaux, de meubles s'il y en avait, de frais annexes, de frais bancaires, ton prix de revient. Donc, et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas forcément oublier. Dans le sens où, potentiellement, j'ai rencontré des agents IMO au tout début de ma carrière d'investisseur, où ils annonçaient un rendement bien plus haut que prévu, tout simplement parce que ils prenaient le montant des loyers annuels, ils le divisaient par le prix d'achat, et basta. Alors qu'il y a des travaux, ils te comptent pas les travaux dans ton rendement. Ils comptent pas les travaux, ils comptent pas les frais d'acquisition. Pourtant, pour avoir des loyers, il faut avoir fait les travaux, sinon c'est pas les mêmes loyers si t'as pas rénové. Donc, C'est ça, sauf que moyennant un peu de manipulation de chiffres, on peut pouvoir faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres, et donc il faut être assez attentif et avoir les bonnes définitions et savoir de quoi on parle avant de prendre des décisions. Donc du coup, le rendement net, en gros, c'est la performance de la totalité de l'argent qui a été investi dans le bien. Imaginons, on va prendre un chiffre rond, tu as un bien à 100 000 euros et il est à 7% net, du coup, il fabrique 7 000 euros de revenus nets, mais là-dedans, on ne prend pas en compte le financement. C'est-à-dire que c'est comme si tu l'achetais cash, en gros, tu poses 100 000 euros, tu auras 7 000 euros de loyer net une fois que tu as fait toute la décomposition. Pour le coup, on ne prend pas trop la fiscalité, nous, dans l'analyse, parce que au sein de la foncière, étant donné qu'on a investi tout le temps, il n'y a pas trop de fiscalité, et même pour les particuliers, même que ce soit en location meublée, que ce soit en SCI, généralement, la fiscalité, elle, c'est plutôt à l'arbitrage, donc sauf à être au revenu foncier, sans faire de déficit, là oui, tu as une fiscalité intégrée, mais bon, il faut faire les bons choix. Et du coup, l'intérêt de l'immobilier, c'est quand même pas de l'acheter cash, c'est quand même de faire un peu de crédit pour avoir un effet de levier. C'est ça, mais cette notion de financement n'intervient que dans d'autres notions dont on parle, cash flow, etc. C'est là où on intègre les notions de financement bancaire. Mais sur la partie rendement net, il n'y a aucune notion de financement, donc il faut vraiment distinguer les choses de manière assez singulière. C'est vraiment, effectivement, dans cette notion de rendement net, c'est un capital, un montant d'opération a été immobilisé, donc un montant d'acquisition, des frais d'acquisition et des travaux, pour donner une production de loyer de manière annuelle, nette de toute charge, et c'est ça le vrai rendement d'une opération immobilière. En bourse, ça peut être soit par la prise de valeur du cours de l'action, plus ou pas, en fonction de la typologie des actions, du rendement qui peut être fourni par un versement de dividendes, tout simplement. Et du coup, donc, en immobilier, imaginons, on va reprendre les mêmes chiffres qu'avant. Si je mets 10 000 euros d'apport sur un bien à 100 000 euros et que le bien à 100 000 euros, il produit 7% de rendement net. Et du coup, j'ai ma tranche de 10 000 euros. On va dire que c'est un camembert. Le bien, j'ai 10%, une petite tranche qui est à 7%. Donc 7% de 10 000 euros, ça produit 700 euros. Je mets mes 700 euros de côté et je regarde ce que je produis sur le reste. Mes 90%, imaginons que j'emprunte à 3% de taux d'intérêt. Du coup, ce que je gagne, c'est la différence entre le taux auquel je place et celui auquel j'emprunte. Donc 7 moins 3, ça fait 4%, c'est un spread, c'est un écart de taux. Donc j'ai 4% sur 90% du bien. Ce qui va faire, du coup, dans notre cas, 3 600 euros de création de valeur. Et donc du coup, j'ai 3600, j'avais 700 de l'autre côté, donc ça nous fait 4300, et 4300 divisé par 10 000, ça fait 43%. Ça, c'est ce que nous, on appelle le rendement sur fonds propres, c'est un peu notre terme, c'est l'équivalent du return on equity en bourse, ROE, c'est equity, c'est vraiment le cash qu'on met dans un projet, et c'est ça la vraie mesure en fait de la performance de l'immobilier locatif. Parce que finalement, en performance nominale, c'est pas très différent d'autres classes d'actifs, c'est plus ou moins volatile, plus ou moins risqué, plus ou moins liquide, mais il n'y a pas de... La magie opère pas encore. La magie, elle opère au moment où on met la dette bancaire dessus, et où là, par contre, on peut faire plusieurs dizaines de pourcents de rendement sur fonds propres par an, même s'il ne se compose pas, mais en ayant assez peu de risques en face. Parce que les autres classes d'actifs, si on met un effet de levier, le même effet de levier, un x10 par exemple, je mets un x10 en bourse. Donc par contre, oui, j'aurai peut-être la performance historique des marchés avec un x10. Par contre, c'est à peu près sûr que je vais me faire liquider à un moment donné, parce que mon broker, il va pas me laisser descendre en moins-value latente. La moins-value n'existe pas. Enfin, la moins-value existe, mais si tu mets du levier, une fois que tu as cramé ton capital, t'es 10%, t'es liquidé, t'es sorti, il n'y a plus rien. C'est un peu ça qui est compliqué en France, c'est que le partenaire bancaire que vous pouvez avoir au coin de la rue, il va facilement vous prêter pour acheter une voiture, il va très difficilement vous prêter en fait pour acheter des actions tout simplement. En France, le vrai intérêt du crédit, il se fait vraiment via l'immobilier. C'est pour ça qu'on aime tous l'immobilier, c'est que ça nous permet, moyennant un montant de capital relativement faible, de pouvoir faire travailler un montant d'opération bien plus élevé. Pareil, on prend cet exemple, 10% d'apport, on pose 10 000 euros sur la table, on a 100 000 euros qui travaillent à 7% dans ton cas. Donc ça, c'est vraiment cet effet de levier qui est extrêmement pertinent et qui n'est pas autorisé, entre guillemets, sur d'autres classes d'actifs. Donc c'est pour ça que nous, on aime particulièrement l'immobilier à titre personnel et c'est pour ça qu'on s'est fait, qu'on a une vocation à se professionnaliser avec la foncière Orion. C'est qu'on est convaincu que l'immobilier, ça doit être le cœur
d'un patrimoine pour les particuliers et notamment pour préparer notre fameuse retraite qui, pour en tout cas des jeunes comme nous avec Charles Arthur, n'en auront pas forcément. Donc c'est via l'effet de levier autorisé en France par la dette bancaire qu'on maximise notre enrichissement via cette notion de rendement sur fonds propres qui est assez méconnue et c'est assez triste au final de pas avoir cette mécanique sous-jacente d'un montant d'apport immobilisé et quel est l'enrichissement créé réellement annuellement par ce montant d'apport qui est fixé. Donc pour refiger un peu cette fameuse formule de rendement sur fonds propres pour que tout le monde comprenne bien, c'est une fraction. Au numérateur, c'est vraiment les cash flows annuels générés par l'opération. Donc là, c'est les loyers, toutes les charges afférentes et on inclut cette fois-ci la mensualité de crédit et on ajoute à ça la part de capital qui est amorti dans cette part de mensualité. Donc ça, c'est vraiment l'enrichissement annuel qui est réalisé. Je mets de côté la partie plus-value latente qui est un peu difficilement matérialisable. Mais qui aussi se multiplie avec l'effet de levier. À la hausse ou à la baisse, hein. Si tu fais une connerie, tu peux... Et qui se multiplie. Mais voilà, ça, on peut se permettre dans une analyse, on va dire, primitive de prime abord, le mettre de côté, cette partie enrichissement. Et donc, on divise, on met au dénominateur le montant d'apport qu'on positionne dans l'opération. Donc c'est vraiment... quel est le montant de capital qu'on alloue et qu'on fiche dans une opération pour s'enrichir de X milliers d'euros par an. Et donc du coup, maintenant qu'on a dit ça, donc l'effet de levier, on a compris, c'est la pierre angulaire de l'immobilier, c'est comme ça qu'on peut vraiment quasiment multiplier son capital sans forcément prendre autant de risques que sur les autres classes d'actifs qui permettraient de multiplier son capital, sans avoir d'effet de liquidation, c'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, hein, tu fais une connerie, tu peux te mettre en moins-value et ta moins-value sera multipliée par ton effet de levier, mais tu te fais pas liquider. Donc à partir du moment où tu achètes un bien qui s'autofinance, même si le marché peut bouger, il monte, il baisse tous les jours, bah, si tu es en moins-value, finalement, si je pousse l'exemple jusqu'au bout, tu le gardes jusqu'à la fin de ton crédit, et à la fin, bah, s'il vaut pas moins que ton apport, donc genre tu avais mis 10 000 euros sur un appart qui en vaut 100 000, donc si le marché est divisé par moins que 10, tu devrais récupérer plus que ta mise initiale. Donc t'évites à break-even en fait. Tu peux pas trop perdre si tu fais les bons choix, si tu fais les choses correctement. Et tu peux maîtriser cet effet de levier beaucoup plus que en bourse, en crypto ou sur je ne sais quelle autre classe d'actifs où on mettrait un effet de levier. Donc pour le coup, c'est des éléments extérieurs qui vont juste te tomber sur la tête et puis tu pourras qu'en subir les conséquences. T'as pas trop de prise non plus sur l'investissement, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant cette notion de rendement sur fonds propres dans le sens où c'est ça qui peut aussi justifier le niveau d'apport qu'on met dans une opération. C'est comme ça aussi qu'on peut piloter au niveau du financement quelle est la meilleure solution si on prend comme métrique le rendement sur fonds propres. Typiquement, quand on se finance auprès d'un établissement bancaire, il faut mettre le minimum d'apport autorisé par le banquier pour pouvoir valider l'opération, pour qu'il puisse la financer. Et donc, c'est ce rendement sur fonds propres qui permet d'être maximisé. Plus on réduit l'apport, plus on peut maximiser la notion de rendement sur fonds propres. Et c'est dans cette compréhension-là de cette fraction, tout simplement, où l'apport est au dénominateur, c'est ce qui peut justifier justement de ne pas acheter un appartement cash. J'ai trop de clients, malheureusement, qui viennent me voir avec un montant significatif suite à un héritage, etc. Et ils se demandent s'ils ne devraient pas mettre l'intégralité des 150-200 000 euros potentiellement qu'ils ont pu recevoir dans l'achat d'un bien qui va leur apporter 4-5%. Et ça, je trouve ça assez dommage de monopoliser 100% d'un capital, du cash qu'on pourrait mettre en apport sur plusieurs opérations, qu'on pourrait ventiler sur plusieurs opérations pour maximiser l'effet de levier. Par exemple, sur 5 opérations, on a 200 000 euros de capital, on met ça sur 5 opérations, ça fait 40 000 euros par opération, et donc on peut vraiment multiplier le montant global qui va travailler à un taux de rendement de 5, 6, 7%. Donc ça, c'est un peu dommage, et je trouve que c'est entre guillemets un peu se tirer une balle dans le pied de monopoliser dans une seule opération 100% du cash, tout simplement pour se rassurer de le fait de ne pas avoir de dette bancaire en face. Après, il y a aussi une notion, et ça, il faut respecter les objectifs de chacun. Tout le monde n'a pas pour objectif de forcément accumuler 5-6 immeubles ou 5-6 appartements. Potentiellement, un seul appartement peut suffire et les gens veulent tout de suite avoir des revenus complémentaires. Donc, ne pas avoir de crédit en face, de mensualité à rembourser et donc tout simplement percevoir des loyers nets de mensualité. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de maximiser cet effet de levier et donc de pouvoir empiler les opérations parce que ça nécessite aussi de la gestion. Quand on est un investisseur personnel, gérer un seul appartement ou 20 lots parce qu'on a maximisé l'effet de levier, il faut aussi avoir cette notion de gestion de son temps et de là où est-ce qu'on veut arriver. Donc c'est cette notion aussi d'objectif qu'il faut mettre en face, en plus de cette notion d'optimisation du rendement sur fonds propres. Ah oui, bien sûr, c'est pas pour tout le monde d'en accumuler un maximum. Et du coup, pour reprendre ce qu'on disait, il y a le rendement sur fonds propres, mais en fait le rendement sur fonds propres, il est vrai
à l'instant T, au moment où tu achètes, avec le cash que tu mets en apport. Mais finalement, plus le temps passe, alors on va prendre un exemple simple, sans différer, sans rien du tout, on amortit direct sur une durée de 20 ans. Finalement, si donc on reprend l'exemple tout à l'heure, on le simplifie un peu, on va dire qu'on a 50% de rendement sur fonds propres. Donc j'ai mis 10 000 euros sur mon opération d'apport. Mon opération, c'est 100 000 euros, j'en ai emprunté 90. Et donc chaque année, je m'enrichis du coup de 50% de rendement sur fonds propres, donc 5 000 euros. 5 sur 10. Ce qui veut dire qu'au bout d'un an, finalement, la valeur nette que j'ai dans mon bien, si, comme tu le disais, il n'y a pas de plus ni de moins-value, en fait, le bien, si on le revend 100 000, qui est notre prix de revient, du coup, la valeur nette dedans, elle est de 15 cette fois-ci. J'ai plus 10 de valeur nette dedans, j'ai 15. J'avais mis 10 de cash, j'en ai 5 de création de valeur, majoritairement par le capital amorti. Et ensuite, imaginons encore un an de plus, je recrée 5 de valeur. Donc là, j'ai 20 cette fois-ci de valeur dans mon bien. Et maintenant, si je regarde, je suis toujours en train de fabriquer à peu près 50% de rendement sur fonds, pas sur fonds propres, sur fonds propres initiaux, sur mes 10 000 de base, donc je suis en train toujours de fabriquer 5 000 euros de patrimoine, on pratique un peu plus parce qu'il y a de moins en moins d'intérêt d'emprunt, mais on va faire simple, tu fabriques 5 000 euros, mais par contre cette fois-ci, tu as immobilisé 20 000 euros de valeur dans le bien, donc 5 sur 20, ça fait 25%, donc là rien qu'en 2 ans, il est divisé par 2 le rendement sur fonds propres. C'est ça. C'est en fait cette évolutivité du rendement sur fonds propres, elle est donnée notamment par la valeur vénale du bien moins le capital restant dû, et c'est ça qui donne en fait la valeur nette, ce que tu appelles valeur nette, et donc qui augmente au fur et à mesure des années, nécessairement parce qu'on rembourse du capital, donc on diminue le CRD, sans compter une prise de valeur du bien, on reste plutôt conservateur. À ISO valeur du bien, on a un CRD qui diminue, donc on augmente cette valeur nette, et si cette valeur nette augmente, mécaniquement, vu qu'elle est au dénominateur en dessous de la fraction, elle va nécessairement faire diminuer le rendement sur fonds propres. Donc en fait, on arrive à un certain niveau qu'on appelle de maturité, cette fameuse maturité d'un bien, qui est assez difficilement perceptible pour certains et qui n'ont pas justement ces mécaniques mathématiques qui permettent de définir tout simplement à partir de telle année, j'aurai un rendement sur fonds propres vraiment qui sera trop faible par rapport à une nouvelle opération. Et donc c'est ça qui peut potentiellement du coup justifier, là on arrive sur des notions d'arbitrage de parc qui peut nécessiter de vendre un bien et de remployer les fonds sur une nouvelle opération avec une nouvelle dette, etc., qui va travailler avec un rendement sur fonds propres qui va être plus intéressant. Et du coup, pour illustrer tout ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos deux personnages, une personne qui va acheter le bien avec 10% d'apport et qui va le garder 20 ans, toute la durée du crédit, une autre personne qui va l'arbitrer, sachant que du coup, évidemment, comme c'est mathématique, plus souvent on arbitre, plus ça fait de performance. Donc on va prendre une hypothèse en disant que sur cette période de 20 ans, tu vas posséder 3 biens. Tu en auras un premier que tu vas vendre au bout de 7 ans pour en racheter un deuxième, et à la 14e année, tu vas en acheter un troisième, et à 20 ans, les deux vendent leurs biens, et puis on fait les comptes, on mesure qui a gagné quoi. Et du coup, le premier, en fait, c'est assez simple à calculer, c'est qu'il avait mis ses 10% d'apport, et donc on l'a dit, première année, il a le même rendement sur fonds propres que le deuxième, pardon. Ils ont 50 chacun. Et ensuite, au bout de 2 ans, lui il est à 25, le deuxième est aussi à 25, il n'a pas encore arbitré. Et par contre, en fait, la courbe, elle va avoir cette forme, enfin dans l'autre sens pour la caméra, je pense, comme ça. et en fait, ça, c'est une asymptote, il y a un moment où ça va tirer vers 7%, parce que finalement, à la fin, quand j'ai 99 000 euros de valeur nette et que je produis toujours, on sera plus du coup à 5 000, on sera à 7 000 parce qu'il y aura plus d'intérêt d'emprunt, et donc on est sur nos 7% net, il n'y a plus du tout quasiment d'effet de levier à la fin du prêt, et in fine, si on fait la mesure totale, c'est hyper simple. Si au bout de 20 ans, il n'y a pas de prise de valeur, on fait le truc simple, en fait, tu avais mis 10 000 euros dans la machine, 20 ans plus tard, t'en sors 100 000, pardon. Donc tu as gagné 90 000. Tu as fait x10 sur ta mise, mais ton gain, c'est 900%. La performance, c'est 900%. Ce que tu sors, c'est 1000%. Tes 100% initiaux et les 900% de performance. Donc du coup, tu as fait 900% sur 20 ans, ce qui est très bien. Tu as multiplié ton capital par 10. C'est pas mal. Mais tu peux faire beaucoup mieux, en fait. Moyennant des arbitrages, effectivement, tu peux maximiser. Effectivement, cette fameuse courbe que Charles a tracé virtuellement, en fait, on a vraiment cette mécanique où on a vraiment une chute du rendement sur fonds propres dans les premières années. Et en fait, on arrive à un niveau de maturité qui varie en fonction des biens et du montant emprunté. Mais effectivement, on arrive sur une valeur terminale qui correspond en fait tout simplement au rendement net du bien. Si tu l'as acheté cash, quoi. C'est ça. Et donc, c'est sur ce point d'inflexion où potentiellement ça peut avoir du sens d'ajuster, d'analyser de manière annuelle, ça peut être une bonne chose, pour voir si chaque année, est-ce que c'est pertinent de conserver ou de vendre tel ou tel bien. Et donc du coup, pour optimiser ça, il faut accepter de passer par la case de revente. Et du coup, cette case de revente, parfois, elle fait mal, parce qu'il y a des gens qui ont emprunté à des taux très faibles, qui ont des biens qui sont plus rentables que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, puisqu'avant, il y avait moins de concurrence sur le marché locatif. Pragmatiquement, il faudrait vendre ce bien
pour en racheter un, pour aller emprunter à 3 ou 4%, pour se satisfaire de l'autofinancement, mais parce qu'en fait, il ne faut pas trop raisonner en flux de trésorerie, parce qu'il ne faut pas se mettre en effort d'épargne et puis être bloqué, mais par contre, il ne faut pas focus là-dessus, et il y a énormément de gens qui sont complètement butés sur le côté, moi je veux du cash flow et un maximum, et du coup, je ne vais pas vendre mon bien, parce que lui, il fait du cash flow, et si j'en rachète un autre, il ne fera pas de cash flow, sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que va vendre un appartement qui fait du cash flow pour acheter un immeuble à l'autofinancement ou avec un cash flow un peu plus faible. Et c'est ce move qui fait que tu remets un coup d'accélérateur et tu composes les intérêts. Donc on a dit au bout de 7 ans, on revend. Donc du coup, tu étais à 50% de rendement sur fonds propres, ce qui fait du coup en 7 ans 350% de performance. Donc si tu avais mis 10 000, tu as 35 000 de performance, donc tu revends 45 000. On va omettre la fiscalité, sachant que si tu es dans une SCI par exemple à l'IS, finalement tes frais de notaire que tu vas passer en charge sur ton immeuble, ils vont gommer la plupart de la plus-value d'avant, donc on va compter hors fiscalité. Du coup, j'ai mes 10 000 qui sont 45 000 en année 7. Pour les deux, le premier, il a toujours 45 000 de valeur nette, sauf qu'il vend pas son bien, et l'autre, il fait l'effort de passer chez le notaire, de vendre, et du coup de racheter et de réemployer ses fonds sur ces nouveaux 45 000 euros à partir du moment où il a fait une acquisition. Donc là, mettons qu'il y ait 10% d'apport, on achète un bien à 450 000 euros, donc un immeuble de rapport, et qu'on est toujours à 50% de rendement sur fonds propres, cette fois-ci, finalement, on produit 22 500 euros de richesse par an. Donc là, on est en train de voir que notre personnage B, il est en train de complètement doubler A, parce que A, il est toujours en train de fabriquer 5 000 euros, il est toujours content parce qu'en plus il y a une partie de cash flow, c'est pas que dans le capital amorti, alors que le deuxième, il y a peut-être moins de liquidité dégagée, mais par contre, il va accélérer beaucoup plus vite. Parce qu'il vient de composer, juste un coup, il vient de composer ses intérêts, et donc maintenant c'est 45 000 euros qui bossent à 50%, 22 500, 22 500, 22 500, et on a dit qu'il allait revendre au bout de 7 ans de plus, au bout de 14 ans, donc si je fais 22,5, j'ai besoin d'une calculette, ça fait 157 000 euros 500, donc là il a gagné 157 000 euros, il avait mis 45 à la base, donc au bout de 14 ans on ressort avec 202 500, allez mettons 200 000, on ressort avec 200 000 euros. Et ces 200 000 euros, on refait le même travail de les mettre en apport et d'aller faire un projet plus gros cette fois-ci, un projet à 2 millions. Donc j'ai mes 200 000 euros, j'emprunte 1,8 million, j'ai 2 millions, et donc mes 200 000 euros travaillent à 50% de rendement sur fonds propres, toujours, donc il me fabrique 100 000 euros tous les ans. Donc là, l'année 15, B il gagne 100 000 euros, alors que A il gagne toujours que 5, à fois 20 en écart de ce qu'on produit tous les ans. Et donc ça, on va le faire pendant, encore une fois, 7 ans, et au bout des 7 ans, donc on a dit qu'on produisait 100, donc 100 x 7 ça fait 700 000, on avait mis 200 000 à la base, on sort avec 900 000 euros. Le premier, au bout des 20 ans, il a juste payé son prêt. Enfin, 21, parce que j'ai mis 7 ans sur le B, donc au bout de 21 ans, il a payé son prêt, donc lui il a 100 000 euros de valeur nette, il a un appartement qui est payé cash. Et l'autre, il a un immeuble, même plusieurs immeubles, sur lesquels il y a encore du crédit, mais où par contre il y a 900 000 euros de valeur nette. Donc en acceptant de vendre 2 fois, ce qui est quand même un petit peu de travail, mais tous les 7 ans, c'est quand même pas toutes les semaines. Mais par contre, tu passes 2 fois chez le notaire pour vendre, 2 fois chez le notaire pour acheter. Et puis surtout qu'au dernier arbitrage, c'est pas un achat, c'est plusieurs achats, certainement. Mais on produit quand même 9 fois plus de valeur. C'est une force et une mécanique qui est assez forte d'arbitrage qui permet de pouvoir maximiser ces fameux intérêts composés et de pouvoir faire grossir un parc moyennant des arbitrages relativement réguliers. Il ne faut pas le faire tous les 3-4 ans. Il faut aussi potentiellement intégrer pour nos auditeurs, c'est la fiscalité. On a quand même aussi des notions de fiscalité avec des abattements pour durée de détention. Divise par deux à la fin, il reste 450. Qui peuvent quand même aussi influencer sur le timing, etc. Il y a aussi une notion un peu moins chiffrée qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le contexte aussi macroéconomique, où il y a aussi des fois il y a des bons moments pour vendre. C'est une analyse multicritère. La partie cash flow également, effectivement, c'est une notion qu'on a un peu trop martelée, je trouve, 2017, 2018, 2019, même 2020. Il y avait même des stratégies à cash flow où on pouvait être rentier en 6 mois moyennant un appartement en longue durée ou en courte durée et quitter son job parce qu'en fait on empruntait avec des taux à 0,8, 1%. C'était une métrique unique qui était très théorique et qui était au final faussée. Ça a perduré dans le temps, ce qui a figé en fait des investisseurs qui étaient campés sur une conjoncture avec des conditions bancaires qui étaient ce qu'elles étaient en 2019-2020 et ne juraient que par le cash flow et s'interdisaient tout investissement, même avec 50 euros d'effort d'épargne, avec un cash flow légèrement négatif. Mais même aujourd'hui, avec des taux qui ont fait x3, x4, on arrive à être sur des opérations en autofinancement. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit un frein et il ne faut pas que ce soit surtout la seule métrique d'analyse, le rendement net et le cash flow. Il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça qu'on vous introduit aujourd'hui cette notion de rendement sur fonds propres qui a une vraie vertu et ça permet de comprendre quand est-ce que c'est le bon timing, parce que cette question revient quand même très très souvent. Est-ce que c'est le moment de vendre mon bien et qu'est-ce que je fais de mon parc immobilier? Pour en revenir un petit peu sur la foncière, c'est ce que nous, on s'emploie à faire.
Alors pour le coup, à notre niveau, on met plus d'apports, mais par contre, on a aussi déjà des meilleurs deals en entrée, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous sont proposées en off, et surtout une mécanique de traitement des biens arrivés à maturité qui peut aussi être différente, parce qu'on peut aussi avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on peut récupérer du capital sans forcément vendre le bien. On peut parfois en vendre une partie et faire une main levée d'hypothèque pour récupérer le fruit de la vente, sans rembourser le crédit. On peut faire du refinancement, c'est-à-dire qu'un bien qui est amorti, plutôt que de s'embêter à le vendre parce que finalement il est qualitatif, on le connaît, on l'a géré, on l'a mis en place, on peut le refinancer et ressortir des liquidités en faisant une forme de rachat de crédit en fait, où on remonte le niveau de dette d'un bien, mais par contre la banque, la différence entre notre capital restant dû d'avant et le nouvel emprunt, elle nous le donne en cash. Donc là par contre on peut le remettre au boulot et refaire travailler les intérêts composés sans même s'être défait du premier bien. Sans même effectivement devoir vendre son bien où on a une attache personnelle ou tout simplement la mise en location s'est très très bien passée, ça a toujours bien fonctionné, l'emplacement peut être premium, etc. Et on a quand même envie de se dégager des liquidités. Effectivement, ça peut être un effet de levier non négligeable et qui est relativement sous-exploité, je trouve, cette partie refinancement et qui permet de pouvoir dégager des liquidités pour continuer à investir tout simplement, quoi. Donc en gros, en conclusion, quand est-ce qu'un bien est arrivé à maturité ? En fait, assez rapidement si on met peu d'apports, mais à la fois il faut rester réaliste, on va pas arbitrer tous les 2 ans non plus. Et c'est pas forcément quand la fiscalité arrive. Ah bah non, pas du tout, ça par contre, non. Ouais, mais c'est des choses qu'on entend souvent, c'est dès les premiers euros en LMNP, il faut absolument revendre son bien parce que là, on va commencer à payer de l'impôt. C'est pas toujours une justification, loin de là, qui est pertinente. Et pareil, sur la partie IFI, ça reste relativement dérisoire. Quand on arrive sur un patrimoine net à plus de 1,3 million pour déclencher le seuil d'éligibilité à l'IFI, au final, ça reste que quelques milliers d'euros par an et ça reste relativement léger. Donc voilà, il faut remettre un peu l'église au centre du village, casser les vieilles croyances et arrêter de trouver cette simplicité d'esprit, de dire bon voilà, je commence à payer de l'impôt, je revends. C'est pas si simple que ça. Ouais. Après, c'est quand c'est constitué de résidences principales et secondaires où là, ça fait chier parce que c'est toujours une dépense de plus, en plus de toutes les taxes foncières et peut-être taxes sur les logements vacants. Sur de l'immobilier non productif de loyer, ça peut être un peu plus pénible effectivement quand on arrive sur une résidence principale ou une résidence secondaire effectivement qui ne produit aucun loyer. Ça peut être toujours un peu pénible qui vient s'ajouter en fait à une taxe foncière qui peut être aussi un peu conséquente. Et du coup, alors pour qui c'est pas fait l'arbitrage à ce moment-là ? Parce que finalement, on est en train de prendre un cas où l'apport est un peu la limite, on va dire, pour continuer d'accroître son capital, mais finalement, il y a des personnes aussi qui, pour le coup, n'ont pas de raison pragmatique d'arbitrer. Effectivement, là, on est sur une mécanique où, entre guillemets, le seul futur apport qu'on est capable de mobiliser dans une nouvelle opération, c'est via un capital qu'on pourrait dégager via des anciennes opérations qu'on a fait, ce qui pourrait justifier un arbitrage. Mais il y a des cas de figure où la personne a un parc locatif qu'il souhaite conserver. Par contre, il possède des liquidités ailleurs, sur un patrimoine financier notamment, et qui peut tout simplement mobiliser, moyennant un partenaire bancaire bien sympathique qui lui permet en fait de continuer à effectuer différents financements et de pouvoir empiler les différentes opérations. Il peut tout simplement utiliser le cash qu'il a, dormant ou pas, sur une nouvelle opération. On va dire que la dernière limite et le dernier garde-fou, c'est toujours notre ami banquier qui va nous donner un oui sur la partie financement. C'est qu'en fait ça, on l'a un petit peu vu d'avoir des personnes qui vont faire, alors je vais peut-être grossir un peu le trait encore une fois, mais vraiment focus à fond sur la performance des 10 000 euros qu'on a mis dans l'immobilier, mais en fait il y a 300 000 euros sur un compte courant à côté, quoi, ou sur un livret qui produit 1% par an. C'est en ça où là aussi, il n'y a pas de réponse toute faite sur l'arbitrage. Et peut-être que dans ce cas-là, il faut accepter même de mettre plus d'apport, d'avoir un moins bon rendement sur fonds propres, mais parce que ça sert à rien de se féliciter d'avoir 50% de rendement sur fonds propres sur ta poche de 10 000 euros alors que tu as 1% sur 300 000, parce que tu fais la moyenne de tout ça, ça va pas faire 25. Donc il faut le voir à l'échelle du patrimoine global et aussi du profil, bien sûr. Tu vas pas mettre 300 000 euros d'apport pour emprunter 2 millions alors que tu as un boulot à côté, que tu n'as peut-être pas le temps de t'en occuper, mais en tout cas, pour parler uniquement chiffres, en fonction du profil de chacun, il faut pas forcément faire un focus sur je veux pas mettre 11% d'apport parce qu'on me le demande et je me cantonne à 10 parce qu'on m'a dit qu'il fallait tant de rendement sur fonds propres. Ça dépend de ton patrimoine en fait. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, effectivement, ça c'est ce que je peux préconiser à différents clients qui ont besoin de conseils à ce sujet-là. Certes, dimensionner correctement le montant d'apport par rapport à des liquidités disponibles, ne pas mettre 100% de ces liquidités en apport, c'est une bonne chose pour maximiser l'effet de levier. Par contre, quid de qu'est-ce qu'on fait du reste de ces liquidités-là ? Il faut qu'elles soient placées à un taux de rendement qui est supérieur au taux du crédit. Et donc, il faut que l'argent travaille derrière. Si c'est pour le laisser sur un compte courant qui travaille à 0 ou dans le meilleur des mondes sur un livret A qui rapporte 1,7 dans la limite de 23 000 euros, en fait, si c'est pour le laisser au final sur un compte dormant qui ne rémunère pas, où l'argent ne travaille pas, effectivement, il vaut mieux le positionner sur un apport, sur un bien qui travaille à 7-8%. Même si on diminue un peu le rendement sur fonds propres et donc l'effet de levier, il vaut mieux
employer les fonds en apport. Bah, parce qu'au sens du patrimoine total, en fait, c'est con de payer plus d'intérêts bancaires à ta banque que ce que ton cash te rapporte. Si tu avais pris ton cash pour acheter cash, pour le coup, le bien, bah, en somme, tu gagnerais plus, quoi. C'est ça. Donc il faut juste, en fait, effectivement, avoir une vision globale. C'est pour ça que moi, dans mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, ça a du sens d'avoir cette vision à 360, de correctement calibrer le montant du patrimoine global du client, notamment le patrimoine financier, voir sur quelle poche on alloue telle ou telle liquidité. Et donc c'est important effectivement d'avoir une vision globale. Si c'est pour en laisser 80% sur une poche de liquidité non rémunératrice, ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, il faut arbitrer entre des choses qui sont plus ou moins rentables, avec plus ou moins d'effets de levier, plus ou moins passifs, parce que l'immobilier, on l'a dit, on le répète, c'est quand même de la gestion, l'immobilier en direct, c'est complètement faisable pour quelqu'un qui a envie de s'y mettre. Enfin, tout le monde n'est pas câblé pour. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Il y a aussi des gens pour d'autres raisons, d'âge par exemple, qui peuvent pas s'assurer contre le décès, qui ont moins accès au crédit immobilier. Donc il y a des solutions qui sont dédiées à chacun de choses qui sont plus ou moins passives. Complètement. Il faut juste bien calibrer en fonction des objectifs. C'est le cap d'une feuille de route. Sans objectif, on n'a pas de direction. Donc, il faut juste calibrer et adapter la préconisation avec différents profils prudents, etc. Et surtout, le niveau de disponibilité de la personne. Tout le monde n'a pas, effectivement, ses soirées et ses week-ends à allouer potentiellement à de la mise en place d'un projet avec la gestion des travaux ou tout simplement la gestion locative courante du bien. Quel temps on est capable d'allouer à des investissements immobiliers et tout simplement savoir ce qu'on veut et quel niveau d'énergie aussi on est capable de mettre dans ces différents projets. Et c'est aussi pour ça que cette solution de foncière immobilière, sans gestion, sans tracas, etc., répond en fait à un vrai besoin pour des gens potentiellement qui ont acheté beaucoup d'immobilier et qui commencent justement à vouloir s'en séparer pour pouvoir rendre un peu plus liquide leur patrimoine. Donc ils commencent à arbitrer tout simplement des biens, donc récupérer des liquidités pour avoir moins de gestion et juste moins de tracas, tout simplement. Il y a des SCPI qui peuvent exister, mais il y a aussi des modèles de foncières capitalisantes plus rentables, plus résilientes, etc., comme la nôtre, qui permettent au final de maximiser la performance avec un sous-jacent qui reste de l'immobilier, mais sans les tracas de gestion. Donc du coup, vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution toute faite, c'est à chacun de prendre ses décisions, mais je pense qu'on vous aura mis des éclairages et peut-être des chiffres en face de chacune des notions que vous aviez peut-être déjà en tête, mais le fait de le matérialiser vraiment par des chiffres concrets, et il n'y a rien qu'on ait abusé en termes d'hypothèses, on a arrondi les chiffres, quand on parle de vraiment multiplier son capital, et on n'est pas sur des cryptos où c'est carrément du casino, là c'est pas la dernière crypto qui est sortie la semaine dernière et qui n'existera plus dans 2 semaines. On est sur un sous-jacent tangible, résilient, c'est de l'immobilier, c'est du palpable, c'est tout simplement la classe d'actifs préférée des Français. On n'est pas du tout sur les mêmes ratios de volatilité que de la crypto ou même le marché action va délivrer, et donc quel risque on est capable d'assumer en face par rapport à un sous-jacent. Comme d'habitude, vous l'avez compris, c'est sans filtre, on donne notre avis, on ne dit pas que c'est une vérité, en tout cas c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on a établi notre stratégie, comme ça qu'on arbitre ou qu'on refinance les biens au sein de la foncière pour générer de la performance sans forcément prendre plus de risques. Merci pour votre attention, si vous voulez nous retrouver sur la chaîne, il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, on en fera plein d'autres avec Félix parce qu'on a beaucoup de sujets en commun. Beaucoup de synergie. Voilà, et puis maintenant, comme on est une chaîne naissante, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, on lira tous les commentaires pour l'instant, tant que le temps nous le permet, on pourra y répondre, si vous voulez rebondir sur ce sujet-là, on pourra faire des épisodes réactions. Et si vous voulez partager la vidéo, c'est ça qui nous aidera le plus. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous, au revoir.